à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette émission produite par Pluxee. Nous sommes en direct, une émission consacrée à l'équité et à la transparence. On est ravis de vous retrouver pour ces 45 minutes. Je suis ravi de retrouver en plateau nos expertes et nos experts qui aujourd'hui vont mettre en lumière des bonnes pratiques, vont mettre en lumière des initiatives proposées dans le cadre justement de leur entreprise. Bonjour à vous, Marianne Dondé, vous êtes fondatrice du cabinet TEDx. Merci d'être parmi nous. Bonjour, merci à vous. Merci. Bonjour Maxime Gourlet, vous êtes DRH du groupe Acorus. Bonjour, bienvenue. Merci à vous. Merci à Delphine Douetto. Bonjour. Vous êtes responsable talent et développement pour le groupe Automatic Data Processing, le groupe ADP. Tout à fait, merci beaucoup. Alors avant de démarrer ce sujet ô combien intéressant, équité et transparence, un incontournable pour les salariés, un casse-tête pour les entreprises, point d'interrogation, je vous propose quelques éléments de contexte, quelques éléments d'introduction, puisque selon l'INSEE, la France compte en 2023 30,6 millions d'actifs, dont 14,9 millions de femmes et 15,6 millions d'hommes pour près de 5 millions d'entreprises. D'après l'Institut Montaigne, 77% des actifs français se disent satisfaits de leur travail et pour autant, seulement 7% des Français se disent engagés au travail. Les principales causes du désengagement ont été identifiées, organisation au travail, QVCT, RH, autant de leviers à activer pour justement développer le bien-être au travail. Sur la question des salaires, les Français se disent prêts à jouer la carte de la transparence. C'est une bonne nouvelle puisque 8 Français sur 10 indiquent ne pas avoir de tabou sur ces sujets. On va parler avec vous de semaine à 4 jours. On va parler avec vous d'inclusion, de salaire, d'équité, de transparence bien sûr et d'inclusion. Nous aborderons tous ces sujets avec vous en direct et vous pourrez bien sûr poser à tout moment votre question. Je serai ravi bien sûr de les relayer à nos intervenants. Je vous propose de démarrer cette émission tout de suite. Alors Delphine Douetto, j'ai présenté justement pour démarrer cette émission quelques chiffres et vous allez justement les compléter puisque dans le cadre de votre entreprise ADP, vous développez depuis maintenant plusieurs années une étude annuelle intitulée People at Work menée auprès de 32 000 salariés dans le monde entier. Ça fait 8 ans pour préciser justement cette étude. Quel est justement l'objectif de cette étude que vous menez depuis 8 ans maintenant ? Alors, l'étude People at Work, elle est menée par notre institut de recherche. On a un institut de recherche chez ADP et elle permet d'analyser le ressenti des salariés, les besoins des salariés chaque année. Le fait de le faire chaque année nous permet justement d'analyser les tendances parce que ADP a un point de vue assez unique sur le marché et donc on souhaite communiquer autour des tendances du marché. Alors vous allez justement révéler en avant-première les premiers résultats de cette étude pour cette année 2024. On parle avec vous d'équité des salaires hommes-femmes. Quelles sont les grandes tendances observées sur les sujets de la disparité salariale entre les femmes et entre les hommes ? Alors oui, ça c'est une question qu'on pose déjà depuis quelques années. On voit une évolution du chiffre puisque en 2022, 66% des salariés français disaient qu'ils étaient prêts à quitter leur entreprise si ils constataient des disparités et des écarts de salaire. Ce chiffre de 66% est passé à 71% en 2023. Et effectivement, chiffre exclusif, 2024, nous sommes passés à 72%. Donc on voit que la tendance continue. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les jeunes de 18-34 ans, on est beaucoup plus que cela, puisque les jeunes sont à 77% prêts à quitter leur emploi s'ils constataient des diversités de salaire. Donc ça, c'était en 2022. Et là, les derniers chiffres de 2024, c'est 84% des jeunes de 18-34 ans qui pourraient quitter l'entreprise. Oui, on voit effectivement ces tendances qui... C'est assez impressionnant. Sur la question de l'inclusion et de la diversité, comment justement les salariés interrogés prennent-ils ces sujets-là ? Alors, la diversité en entreprise, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est quasi... on n'a plus besoin de prouver les bénéfices de la diversité. Moi, j'ai tendance à dire que comment une société peut espérer servir une diversité de clients si eux-mêmes en interne, ils ne sont pas divers. Donc la question de la diversité, ça va. La question de l'inclusion, elle est beaucoup plus compliquée, puisque être inclusif, c'est vraiment travailler, combattre ses propres préjugés. Mais on voit, et là encore avec l'étude, que c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Donc là, vous avez 62% en 2022 et en 2024 également de salariés qui seraient prêts à quitter leur entreprise
s'il n'y avait pas de politique de diversité et d'inclusion. Et là encore, les jeunes nous poussent, puisqu'ils étaient à 73%. On est aujourd'hui à 77%. 4 ans de plus. Exactement. Donc, c'est un enjeu, l'inclusion, très important pour les entreprises. On poursuivra bien sûr sur ce sujet ô combien important de l'inclusion. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Maxime Gourlet. Vous êtes DRH, je le disais, de la société Acorus, leader, je cite, de l'éco-rénovation en France dans le secteur du BTP. Société créée en 1996. Acorus qui a connu en 30 ans un très fort développement, axé en premier lieu par de la croissance organique, mais aussi par, dans un second temps, de l'acquisition. Vous comptez 1700 collaborateurs, parmi lesquels figurent 70% de techniciens et 30% de métiers dits de bureau. Depuis un an, vous expérimentez la semaine des 4 jours. Pourquoi ? Alors, la raison d'être de la semaine de 4 jours, c'est de continuer à innover dans notre modèle managérial en proposant une nouvelle organisation du temps de travail à l'ensemble de nos collaborateurs pour améliorer leur qualité de vie au travail, bien sûr, mais aussi à nos clients. Parce qu'on vient changer, trouver des nouvelles méthodologies de travail qui sont plus optimales. D'accord. Alors pourquoi la semaine des 4 jours participe-t-elle justement à offrir plus d'équité entre vos salariés? C'est le sujet de notre émission. Tout à fait, parce que on a vu, et notamment le Covid en a été enfin l'après-Covid en a été un très bon exemple, des nouvelles méthodologies de travail, d'organisation du travail, comme le télétravail, c'est l'exemple le plus flagrant, naître. Et puis aujourd'hui, le télétravail fait partie du quotidien de la plupart des entreprises. En revanche, pour nos techniciens, pour des ouvriers qui, eux, ne peuvent pas faire du télétravail, parce que quand on parle d'un plombier, d'un électricien, il faut aller sur le terrain, sur le chantier, ils sont en première ligne, eh bien il fallait trouver quelque chose pour leur proposer un modèle qui vienne améliorer aussi leur qualité de vie au travail. Donc c'est un petit peu la revanche des techniciens. C'est la principale raison qui... Un modèle ô combien intéressant. On verra effectivement à la fois l'expérimentation que vous avez menée dans une agence du côté de Nantes et comment vous avez justement déployé ce dispositif à vos près de 1700 collaboratrices et collaborateurs. Mais avant cela, je me tourne vers notre experte salaire, puisqu'avec vous, Marianne, on va parler de salaire en entreprise. Selon une étude de l'INSEE menée en janvier 2024, les salariés du secteur privé gagnent en France en moyenne 2 630 € par mois en équivalent temps plein, contre 2 430 € pour les salariés de la fonction publique. Précisons bien sûr également que le salaire diffère selon la catégorie socio-professionnelle. Marianne, comment se situe notre pays sur la question des salaires et bien sûr de l'équité et de la transparence? Alors oui, auparavant, la transparence en entreprise, c'était un sujet tabou, que ce soit pour dévoiler des recettes de cuisine ou le salaire des salariés. Les règles de confidentialité étaient très strictes, autant en interne qu'à l'externe, et ce qui permettait le bon déroulé des opérations. Maintenant, on est dans un monde de plus en plus connecté où la transparence est devenue la norme. D'ailleurs, des entreprises qui cartonnent et qui sont en plein essor, je pense au niveau économique ou au niveau de leur réputation, je pense notamment à la société d'assurance santé Alan. Ce type d'entreprise n'hésite pas à dévoiler le salaire de leurs dirigeants d'entreprise notamment, ou le niveau de diversité au sein de leurs effectifs, ou bien, et ça on le voit beaucoup plus communément, la provenance de leurs matières premières. Et donc les entreprises qui ne seraient pas prêtes aujourd'hui à dévoiler les secrets de leur réussite risqueraient de produire tout l'effet inverse, à commencer par démotiver les salariés, à dégrader l'image qu'insuffle leur marque également auprès de leurs clients, auprès de potentiels candidats, mais aussi auprès de leurs fournisseurs et de leurs collaborateurs. Parce que moi, je le vois bien à travers tous les accompagnements que je fais avec mes clients, ça revient systématiquement. Les collaborateurs attendent de la part de leur entreprise d'avoir accès aux informations stratégiques concernant l'entreprise. Et ça, c'est vraiment à tout niveau hiérarchique. Parce qu'en fait, ça leur permet d'une part de les aider à mieux réaliser leurs tâches du quotidien, mais aussi à mieux comprendre le fonctionnement, les enjeux, la stratégie globale de l'entreprise et de s'investir complètement dans l'entreprise et de aussi répondre à cette rentabilité, en tout cas, qui est très important en tout cas pour les collaborateurs.
Et on parlera avec vous bien sûr de l'ensemble des bonnes pratiques pour Ouais. celles et ceux qui nous suivent en direct à l'occasion de ce live organisé produit par Pluxee. On continue avec vous, on parle bien sûr de la semaine des 4 jours au sein de votre société. Je le disais précédemment, vous avez expérimenté avant bien sûr de déployer, et cette expérimentation, vous l'avez réalisée à Nantes dans une de vos agences où vous comptez 70 collaboratrices et collaborateurs. Vous êtes parmi les entreprises pionnières qui ont lancé ce type de dispositif-là, puisque le Code du travail ne prévoit pas ce genre de dispositif, et très peu d'exemples d'entreprises sont à recenser sur ce sujet. Comment avez-vous mené, Maxime, cette expérimentation ? Alors, sur Nantes, donc tout a commencé déjà par un engagement, par du volontariat là, sur cette agence qui souhaitait pouvoir s'inscrire dans cette expérimentation. Donc c'est principal, enfin c'est capital, il faut qu'il y ait cette envie, ce volontariat. Donc ça a commencé aussi par un sondage. On avait un peu plus de 85% des salariés qui le souhaitaient. Suite à ça, on a travaillé en comité de direction et puis avec notre service juridique pour en poser le cadre de comment est-ce qu'on allait passer à cette semaine de 4 jours. Le cadre en se disant, voilà, il faut qu'on ait une continuité de service, il ne faut pas dégrader notre rentabilité, il ne faut pas dégrader notre service client, il ne faut pas dégrader la qualité de vie au travail aussi de nos salariés. On a très rapidement fait le choix de passer de 39 à 35 heures sans toucher au salaire. Donc il a fallu trouver une solution pour payer ces 4 heures supplémentaires autrement. Parce que, encore une fois, je le répète, on y est encore, mais sur Nantes, c'était une expérimentation. Donc on ne pouvait pas changer les contrats de travail des gens. Il a fallu faire une DUE, faire des avenants de contrat et venir, du coup, si on ne changeait pas leur taux horaire 35 heures, il fallait du coup pouvoir compenser par une prime qu'on a appelée prime différentielle 4 jours, ces fameuses 4 heures supplémentaires. Donc concrètement, les gens travaillent aujourd'hui 35 heures, payés 39. Donc on a eu pas mal de petits freins comme ça qui sont, on va dire, des freins administratifs. Puis des freins, alors c'est peut-être pas des freins, mais des challenges humains, dans le sens où les gens sont habitués à travailler 5 jours, ils ont un horaire de travail, ça vient quand même rajouter 45 minutes par jour. Donc il faut les faire rentrer, ces 45 minutes, sur un quotidien, des enfants à aller chercher, des horaires qui sont... voilà. Donc c'est une organisation collective. C'est une construction collective. Donc on a démarré en janvier 2023 sur Nantes, qu'on a développé depuis le 1er mars 2024 sur l'ensemble du groupe aujourd'hui. 85% de collaboratrices et collaborateurs à Nantes en faveur de cette semaine Tout à fait. des 4 jours, 15% qui n'étaient pas forcément en faveur. Est-ce que vous avez identifié les raisons pour lesquelles ces 15% de personnes n'étaient peut-être possiblement contre cette semaine des 4 jours ? Essentiellement des peurs qui peuvent se comprendre, des peurs, est-ce que je vais être surchargé de travail, comment est-ce que ça va s'organiser, est-ce que je vais perdre en salaire? Les gens se posent plein de questions, c'est normal. Ce qu'il faut retenir, c'est que au bout donc en décembre 2023, on a refait un sondage national, là, pour le coup, pour Acorus, pour savoir est-ce qu'on continue cette expérimentation sur le national. Et sur l'agence de Nantes, 100% des collaborateurs ont répondu oui. Les résultats sont là, effectivement. Donc, les résultats sont là, c'est voilà. bien éprouvé, et c'est pour cette raison que vous avez déployé. Tout Et à on fait. vous posera bien sûr la question préalable plus tard sur le déploiement. Avant cela, Marianne, on parle avec vous de salaire. Les déterminants d'un salaire sont bien sûr multiples. Le secteur d'activité, la formation, le diplôme, la taille de l'entreprise et autres bien sûr paramètres à bien prendre en compte. Je vous propose peut-être de nous arrêter sur un sujet qui revient régulièrement sur la table et qui peut parfois sanctionner des catégories de génération. Je pense aux plus jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience, et je pense aux moins jeunes d'entre nous qui ont peut-être trop d'expérience. C'est un déterminant de salaire pour les salariés. Comment doit-on justement appréhender le sujet du salaire et de l'expérience? Le salaire doit-il être envisagé selon le facteur de l'expérience, Marianne? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui on connaît beaucoup plus la grille de salaire qui s'appuie sur le niveau d'ancienneté. D'ailleurs ça nous vient aussi des conventions collectives notamment. Et or aujourd'hui les parcours professionnels ne sont plus linéaires. On ne reste plus 30 ans dans une entreprise comme avant. Aujourd'hui les salariés restent en moyenne 2 ans
dans une entreprise qui fait très peu. Et donc les entreprises sont amenées aussi à transformer un petit peu ces grilles de salaire. Et pour répondre justement à cette nouvelle génération qui arrive et qui a besoin d'être stimulée à travers notamment aussi du salaire et des parcours d'évolution, c'est très important aussi pour cette génération-là qui évolue dans un monde hautement numérisé et qui est en contact permanent sur les réseaux sociaux avec la réussite de leurs pairs. Aujourd'hui, eux aussi, ils ont envie de montrer leur réussite, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. Ils ont envie de continuer à apprendre, à développer leurs compétences personnelles. Et se développer aussi personnellement au travers du professionnel. Et donc ces générations-là qui, si elles ne sont pas amenées à être stimulées suffisamment, seraient prêtes, même si elles avaient choisi leur métier passion, à se réorienter professionnellement. Elles n'auraient même pas peur de se réorienter si elles ne sont pas suffisamment stimulées. Et donc c'est vrai que cette question du salaire, de les stimuler aussi à travers un salaire qui soit beaucoup plus diversifié et qui réponde, on le verra après, mais à des critères hors ancienneté, ça pourrait être un vrai impact. Et pourtant, c'est effectivement un sujet qui revient depuis maintenant des générations. Ça ne concerne pas uniquement les nouvelles générations. L'expérience, un frein aussi à l'employabilité, un frein à un haut niveau de salaire pour démarrer sa carrière, même pour les moins jeunes d'entre nous. Oui. Est-ce que justement on n'est pas en train de décourager justement celles et ceux qui entrent sur le marché du travail ou celles et ceux qui recherchent un travail? Ah si, complètement. C'est vrai que ces grilles de salaire qui sont très fixes et très chronophages selon les années d'expérience, des fois on doit attendre 5 ans avant d'avoir son premier salaire supérieur. C'est vrai qu'on peut travailler sur d'autres modalités qui permettent aussi à toutes ces personnes qui ont, parce que les reconversions professionnelles ont explosé aussi depuis ces dernières années, et de ne pas forcément repartir à zéro, mais de s'appuyer vraiment sur des compétences concrètes qui iront parfaitement avec le métier, et des compétences qui se développent aussi très rapidement, qui peuvent se développer très rapidement. Justement, cette nouvelle génération et toutes ces personnes qui sont en reconversion professionnelle ont cette envie d'aller vite aussi et d'acquérir leur métier. Et donc oui, ça pourrait être un frein pour elles que d'attendre ce niveau d'ancienneté dans les grilles de salaire au fur et à mesure. On parle d'équité et de transparence durant cette émission produite et organisée par Pluxee. Je vous sais nombreux en direct, je vous sais aussi nombreux à nous regarder en replay dans les prochains jours. Je vous invite bien sûr à nous poser toutes vos questions. Nous serons ravis bien sûr de les traiter sur ce plateau. Dans la continuité de nos échanges justement avec Marianne sur le sujet des salaires. Marianne, alors ADP c'est une société américaine, une multinationale implantée sur tous les continents. Et ADP a mis justement en place ce qui se pratique outre-Atlantique, le salary history ban. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement? Le salary history ban a un objectif très simple, c'est gommer les inégalités et surtout pas les reproduire. Donc l'idée c'est vraiment de dire aux managers, au recrutement, au RH, vous n'avez pas le droit de demander le salaire précédent. Ce qui nous permet finalement d'être beaucoup plus juste puisque tout le monde va être rémunéré, peu importe le genre, peu importe toute autre considération qui serait inappropriée. On va évaluer finalement le prix entre guillemets d'un poste et on va proposer ce poste. Et vous avez justement des services dédiés pour un peu benchmarker les salaires, c'est ça? Alors oui. On a la chance d'avoir un benchmark, effectivement, qui est un moyen d'observer les tendances sur le marché. On anonymise toutes les données, puisque nous avons énormément de données. Et ça permet de voir si finalement le salaire que l'on propose est par rapport au marché est correct et qu'on n'est pas complètement en dehors de la plaque. Quels sont les critères incontournables pour justement estimer le salaire? Oui, alors c'est vrai que l'expérience, effectivement, est un élément qu'on prend en compte. On ne peut pas faire l'économie de prendre en compte l'expérience. Maintenant, on va prendre d'autres éléments en compte. Dans les salaires, il y a la région, il y a le secteur d'activité, il y a l'expérience, il y a les grilles, effectivement, de salaire qui peuvent donner des éléments. Maintenant, dans le recrutement, on va aller chercher, pour répondre à la question de l'expérience, davantage des soft skills qui ne sont peut-être pas de l'expérience classiques, mais qui sont des comportements qu'on a pu mettre en œuvre dans des situations X ou Y et qui sont tout à fait reproductibles dans le monde du travail. Que vous valorisez aussi dans le cadre d'un modèle managériel. On reviendra sur ce sujet-là un peu plus tardivement. Sur la disparité justement salariale, là aussi vous avez des dispositifs bien particuliers pour gommer
quand il y a écart de salaire, c'est cela? Oui, alors effectivement, si on veut mesurer, si on veut pouvoir constater les écarts, il faut pouvoir mesurer. Donc oui, c'est vrai que nous, on a plein d'outils qui sont d'ailleurs à disposition de nos clients pour mesurer, parce qu'on ne peut pas corriger sans mesurer. Donc on va chaque année mesurer les écarts éventuels de rémunération, donc là chez ADP, et on va y consacrer un budget qui va nous permettre chaque année de remonter les salaires éventuels. Maxime, Acorus a expérimenté, je le disais, en 2023, déploie en 2024 à près de l'entièreté de la société, avec effectivement un résultat, vous l'avez indiqué tout à l'heure auprès de Nantes, 100% des salariés satisfaits et satisfaits. Quels sont les grands succès finalement de cette expérimentation en termes d'engagement, en termes d'attractivité et finalement en termes de fidélisation pour Acorus? Alors, ce qu'on peut en retirer de l'expérience nantaise, c'est déjà, on a corrigé les peurs, on est passé de 85% pour à 100% pour, donc déjà c'est bien. On a vu un taux d'absentéisme alors sur les absences de courte durée drastiquement baissé, c'est-à-dire quand je dis drastiquement, c'est divisé par 5, donc c'est énorme. Un turnover baissé aussi. Plus difficile de mesurer l'attractivité parce que c'est une agence Nantes qui est en perpétuel développement, comme le reste du groupe d'ailleurs, donc il y a toujours des postes ouverts. Donc on a vu plus de CV arriver, mais voilà, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas pu mesurer réellement l'impact, parce que voilà. Mais donc s'il faut retenir quelque chose, c'est l'absentéisme, le turnover, et puis en parlant aussi des résultats financiers, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après une petite période de réglage, on va dire, on a retrouvé des performances identiques au bout de 6 mois et supérieures sur la fin de l'année. Et justement, avez-vous prévu de revenir en arrière si les résultats de l'entreprise étaient peut-être en deçà des objectifs économiques qui permettent de maintenir un tel dispositif? Est-ce que cela est évoqué concrètement avec les salariés d'Acorus? C'est complètement possible parce que pour le coup c'est une expérimentation. À côté de ça, il n'y a pas que le critère économique. On a, avant de lancer les 4 jours, on a fait une enquête QVT nationale parce que l'idée, la raison d'être du modèle, c'est quand même de venir améliorer la qualité de vie de nos salariés. Donc c'est le premier, je dirais le premier axe qu'on a regardé, c'est est-ce qu'on l'a amélioré, est-ce qu'on l'a dégradé, et il se trouve que on s'était bien dit que si évidemment on dégradait la qualité de vie de nos salariés, on revenait en arrière. Donc oui, on en a la possibilité. On a des questions justement qui arrivent ici en direct. Comment faire en sorte de continuer à travailler en équipe quand justement on déploie un dispositif comme le vôtre? Comment on réunit une équipe sur une semaine, 4 jours? Alors c'est une construction qui est collective après que le cadre a été posé, et dans le cadre on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une continuité de service. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une réduction du temps de travail, c'est vraiment une nouvelle organisation du travail. Et l'idée c'est que l'ensemble de l'équipe va se dire voilà, il faut qu'on réussisse à trouver une méthodologie de travail par des binômes, par de la délégation finalement. Ça vient remettre un petit peu de l'engagement aussi au cœur de tout ça, parce que encore une fois c'est une mesure qui plaît énormément. Nos collaborateurs ont envie que ça fonctionne. On vient quand même vous dire on ne touche pas à votre salaire et on vous offre 47 jours de congés supplémentaires dans l'année. C'est quand même pas rien, parce qu'il faut le voir comme ça aussi, hein. Donc finalement tout le monde est prêt à revoir un petit peu son organisation, et c'est pour ça que c'est en équipe que ça se crée, et les réunions de travail se font en équipe sur l'organisation qu'ils vont proposer pour pouvoir assurer une continuité de service. Donc beaucoup de consultations collectives, c'est ça, pour être capable bien sûr de réunir une équipe de façon hebdomadaire et pour effectivement organiser et absorber la même quantité de travail. C'est beaucoup de travail en amont, c'est 3-4 mois de travail pour que les équipes puissent poser une organisation et venir la proposer. Voilà. Continuons sur le sujet des salaires avec vous, Marianne. Justement, on va parler de grille de salaire, puisque les entreprises en France, elles ne sont pas dans l'obligation de soumettre à leurs salariés une grille de salaire.
Les entreprises sont toutefois obligées de respecter la rémunération minimale légale fixée par le salaire minimum interprofessionnel de croissance, plus connu sous le nom de l'acronyme du SMIC. La grille de salaire est-elle finalement un outil, quand on parle de transparence, quand on parle d'équité, finalement un outil indispensable sur ces sujets-là? Oui, alors c'est vrai que la transparence et l'équité des salaires en entreprise, c'est un sujet très délicat. On ne va pas demander aux entreprises du jour au lendemain de dévoiler les salaires de chaque salarié. Donc ça, c'est sous prétexte d'avoir une politique de rémunération transparente, donc ça on est d'accord. En revanche, les entreprises peuvent tout à fait travailler et mener des politiques de rémunération transparentes où seulement, et je dis bien seulement, les détails, les modalités de rémunération sont détaillés avec clarté et transparence et surtout accessibles aux salariés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce manque d'accessibilité au niveau des salaires, des évolutions de salaire, etc. Et en fait, ça permettrait aussi aux entreprises de travailler sur des politiques de rémunération différenciantes, du coup, à ce moment-là, et de travailler notamment sur de la performance, des niveaux de performance, des niveaux de responsabilité autour du salaire, du développement de compétences aussi, qui est très recherché, et ça permettrait aussi d'être plus objectif et de redonner du sens au salaire en entreprise. Et ça serait un véritable intérêt pour les entreprises aussi de travailler et de construire des politiques de rémunération qui soient totalement alignées avec leur culture d'entreprise et leurs valeurs, que ce soit une culture de la performance, une culture du collectif ou une culture aussi de la création de valeur, peu importe. En tout cas, retravailler, c'est insuffler sa culture au travers de la rémunération, c'est le meilleur moyen pour moi de transmettre cette culture-là autour de la rémunération, qui est un sujet hyper important aujourd'hui pour les collaborateurs. Vous dites un grand oui pour la grille de salaire et c'est ce que justement vous dites aussi à vos clients dans le cadre des accompagnements que vous faites. Delphine Douetteau, votre société, elle a développé, je le disais précédemment, un modèle managérial très particulier qui justement se focalise sur l'individu et ses points forts au travers d'une organisation que vous allez nous détailler dans quelques instants. C'est une méthode éprouvée qui a été mise en place justement à l'issue de travaux de recherche menés par des scientifiques et qui a pour objectif de créer beaucoup plus de proximité entre les managers et les collaboratrices et collaborateurs. Quelle est cette approche managériale, Delphine ? Alors oui, c'est une approche qui part du principe qu'il est beaucoup plus facile de développer finalement ses points forts plutôt que de chercher à développer ses points faibles. Et finalement, toutes les recherches nous disent que les collaborateurs dans l'entreprise ont besoin de 3 choses. De l'attention en premier, de l'attention en deuxième, et de l'attention en troisième. Donc d'une vraie attention individualisée, on sait, hein, ce chiffre a fait peur à beaucoup de gens, mais 70% de l'engagement tient dans le manager. Donc on a mis en œuvre cette approche qui permet de répondre aux 2 points, semble-t-il, selon les recherches les plus essentiels pour les collaborateurs. C'est d'abord que j'ai la possibilité d'utiliser mes points forts en entreprise. Et le deuxième point, c'est que je sais parfaitement ce qui est attendu de moi. Du coup, l'approche va obliger nos managers à rencontrer leurs collaborateurs une fois par semaine, de manière assez finalement courte. Hein. L'idée, c'est de faire le point sur comment s'est passé ta semaine dernière, quelles sont tes priorités de la semaine prochaine, quelles sont les activités qui t'ont éclaté, que tu as adoré, quelles sont éventuellement celles que tu as détestées et comment je peux t'aider. Et donc, c'est des entretiens très courts parce que finalement, une année, c'est pas un marathon. C'est 52 sprints. Et l'idée, c'est pas de revenir et de regarder en arrière, mais plutôt à chaque fois d'être sur la semaine prochaine. Donc on demande à nos managers d'identifier les choses que nos collaborateurs adorent faire. Ça veut dire des activités où ils ont à la fois l'appétence et la compétence, et non pas que la compétence. On va leur demander, mais est-ce que tu aimes faire ça? Parce que parfois, on fait des choses où on est bon, mais on n'aime pas forcément ça. Et dans l'idée, c'est de pouvoir reproduire un maximum ces activités, parce que ça permet de les engager et d'améliorer la performance directement. Un point hebdomadaire, n'était-ce pas finalement trop contraignant en termes de déploiement de méthode? Et finalement, n'a-t-on pas finalement atteint la limite entre une hyper-individualisation des rapports entre managers et salariés dans une démarche où on doit effectivement manager de façon aussi globale, c'est-à-dire pour tous? Pour moi, c'est ça le rôle d'un manager, en fait. Pour moi, le manager, c'est un vrai métier. Et ce qu'on demande au manager, mais même à la limite
qu'il ne fasse pas de réunion d'équipe si, à minima, il rencontre ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment pour moi le métier du manager. Et je parlais de l'attention. Les collaborateurs ont besoin de cette attention, même si c'est court, hein, c'est peut-être qu'un quart d'heure, mais au moins, on sait comment il va, comment il sent et comment on peut l'aider. Et avec toutes les problématiques dont on parlait, du multigénérationnel, des besoins qui changent, qui évoluent en fonction des âges et des situations, c'est le meilleur moyen, en fait, de garder cette connexion et de mieux connaître ses collaborateurs. Et plus on les connaît, plus on va pouvoir s'adapter aussi à leurs besoins et à leurs attentes. Et donc, on les retient, on les fidélise, et c'est ça l'objectif. Je vous propose à tous les trois d'aborder le sujet des avantages que l'on met à disposition, bien sûr, des collaborateurs, aide à la mobilité, véhicules de fonction, primes de participation et intéressement, CESU, titre restaurant. Première question, peut-être un peu innocente à tous les trois. Les avantages sont-ils bénéfiques justement pour assurer plus d'équité entre collaborateurs? Et quels sont finalement les avantages phares pour mettre tout le monde sur le même pied d'équité? On commence avec vous, Maxime. Alors, ils vont apporter de l'équité parce que ils sont disponibles à tous. Quand on parle par exemple de titres restaurant, ils sont disponibles pour tout le monde et le coût entre guillemets pour le salarié et pour l'entreprise est le même. Après, vous parliez de véhicules de fonction. Les véhicules de fonction sont d'une certaine manière un élément de rémunération, font partie de la rémunération d'un collaborateur. Et on peut y apporter une certaine équité. On a, nous, chez Acorus, revu complètement notre politique à ce sujet-là, en proposant notamment, évidemment, on a plusieurs gammes de véhicules, mais bien souvent, donc ça existe dans beaucoup d'entreprises, mais bien souvent, les premiers véhicules auxquels vous avez accès sont petits, et puis plus vous évoluez dans la société, plus votre véhicule est gros. Alors, je généralise un petit peu, mais c'est finalement assez courant. On a, nous, fait le choix de proposer dans chaque gamme, en l'occurrence de véhicules, un véhicule familial, un véhicule compact, un véhicule premium, pour que finalement chaque collaborateur, qu'il soit au début de sa carrière, au milieu ou en fin de carrière, entre guillemets, ait un choix de véhicule petit, grand ou moyen. Donc on peut, par les avantages, venir apporter aussi des avantages qui peuvent être discriminants au début, entre guillemets. On peut y apporter une équité au final quand on les retravaille. Marianne, sur le sujet des avantages, quand vous accompagnez les sociétés qui font appel à votre société? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai un client qui est une entreprise, une PME familiale et qui propose à ses collaborateurs 10 jours de congés spécifiques. Et donc c'est des congés qui arrivent en plus des congés classiques qu'on connaît et qui sont liés aux événements familiales. Donc ça peut être des congés enfants malades, décès, mariage, parents aidants, naissance, voilà, ça peut être tout un lot, même déménagement, peu importe. Et c'est des 10 congés dans l'année qui s'ajoutent à ceux qu'on connaît en plus. Et en fait, les salariés, le but de ça, donc, c'est de redonner un équilibre vie pro, vie perso. Et aussi, le but, c'est de permettre aux salariés, sur ces 10 jours, de choisir quel type d'événement, s'ils veulent plus poser de jours pour un congé naissance du déménagement. Et en fait, ça répond justement à cette question d'équité qui permet, donc, selon les années, selon le rythme de la vie, de poser des jours en fonction de ses besoins. Voilà. Donc c'est un vrai atout aujourd'hui pour cette petite PME, enfin moyenne on va dire, et c'est hyper intéressant. Delphine, sur le sujet des avantages chez ADP. Oui, nous, on a pris le parti, on va parler plus de transparence plus que d'équité, c'est d'être transparent en fait sur ces avantages. Et notamment, il y a un outil que l'on propose à nos clients également qui s'appelle le bilan social individuel et qui permet de mettre en avant en fait tous les avantages. Parce que parfois, on regarde que le salaire et il n'y a pas que le salaire en fait, il y a beaucoup d'autres avantages. On a parlé évidemment de la rémunération globale, de la voiture, mais c'est aussi les formations qui peuvent être valorisées, c'est aussi la mutuelle, enfin voilà, c'est d'avoir un bilan social individuel permettant d'être transparent sur tous les avantages. Qui à chaque fin d'année, c'est ça, est publié chaque année, individuellement. Exactement. Voilà. Très exactement. bien.
On espère que toutes ces bonnes pratiques, en tout cas, vous inspirent à l'occasion de ce live. On continue bien sûr notre séquence avec la prochaine question avec vous, Marianne. Une étude menée en 2023 par le collectif Projexence, regroupant une dizaine de grandes sociétés françaises, indique que 90% des salariés interrogés de ces sociétés trouvent important ou essentiel que l'entreprise leur permette bien sûr de donner du sens au travail. Selon cette même étude, 43% des sondés envisagent de quitter dans les 2 ans leur emploi pour un autre ayant peut-être plus de sens. Vous dites, Marianne, qu'il faut valoriser l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs d'entreprise. Comment justement l'engagement il peut être une source de fidélisation? Oui, alors pour fidéliser, il faut engager, ça c'est la priorité. Et pour ça, il faut renforcer la loyauté que vont avoir les collaborateurs envers l'entreprise, en créant notamment ce sentiment d'appartenance que vont avoir les collaborateurs envers leur entreprise. Et l'engagement est fortement lié au niveau de connexion mentale et émotionnelle que vont avoir les collaborateurs et envers leur organisation et envers leur mission et envers aussi leurs équipes. Et donc les entreprises qui ont compris ce mécanisme-là, dans n'importe quelles actions qu'elles vont mener autour de l'engagement, auront un impact et des bénéfices énormes. On pourrait dire sur la reconnaissance forcément. Est-ce que vous avez peut-être des exemples justement qui permettent de valoriser justement l'engagement de celles et ceux qui, auprès de leur entreprise, s'impliquent particulièrement? Oui. Alors pour moi, il y a 6 thèmes phares qu'il faut développer. Déjà, premièrement, développer une culture d'entreprise authentique et inspirante surtout. Donc qu'est-ce que c'est? C'est porter une vision et des valeurs autour d'actions concrètes. C'est redonner du sens aussi aux missions du quotidien, c'est-à-dire insuffler les objectifs et les enjeux des missions de chacun. Aussi, on va travailler aussi autour des parcours d'évolution, on en parlait déjà, mais développer le développement personnel, développer aussi le développement de compétences, c'est très important. Aussi promouvoir l'équilibre vie pro, vie perso, c'est-à-dire répondre au rythme de chacun, aux besoins de chacun. Également proposer une qualité de vie qui soit efficace, dans le sens où la qualité de vie, c'est surtout replacer et reprioriser la santé mentale et la santé psychologique. Donc après, n'importe quelles actions, si elles vont dans ce sens, c'est des actions qui vont performer. Et le dernier aussi est très important, j'aurais dû le mettre même en premier, mais proposer des conditions de travail optimales, c'est-à-dire permettre aux salariés de bien travailler, mais surtout d'être le plus efficace dans son travail. Donc voilà, les actions sont multiples, mais en tout cas, les thèmes, c'est ceux-là, vraiment. Delphine, chez ADP, vous valorisez justement l'engagement auprès de communautés de collaborateurs que vous avez créées sur des sujets ô combien importants au-delà de l'entreprise, mais pour notre société, avec des personnes en situation de handicap, des ateliers autour de l'égalité hommes-femmes, des ateliers autour des personnes LGBT+. Ma question va être directe. Est-ce finalement le rôle d'une entreprise d'intervenir aussi et de sensibiliser sur des sujets de société? Alors intervenir, je ne sais pas, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est que finalement on a un rôle social en tant qu'entreprise. Donc oui, sensibiliser, oui, être une entreprise ressource pour ses collaborateurs. On a effectivement des communautés, enfin c'est bien qu'il y ait des envies de la direction et qu'il y ait des politiques, mais ces politiques, si elles ne vivent pas par nos collaborateurs, elles ne donnent pas grand-chose. Donc on a ce qu'on appelle des BRG, donc des Business Resource Group. Donc c'est des collaborateurs volontaires qui vont se réunir sur des thématiques. Donc ça peut être sur le handicap, ça peut être sur les communautés LGBTQ+, comme vous l'avez dit, ou sur l'environnement par exemple, ou sur les femmes évidemment, et on va mener des actions. Donc ça peut être organiser un atelier sur le syndrome de l'imposteur, organiser un événement avec comment est-ce qu'on fait son coming out en entreprise, ça va être des quiz pour découvrir ce que c'est que le handicap invisible. Donc voilà, on sensibilise petit à petit pour que vraiment on ait cette valeur que chaque personne compte, qui pour nous est très importante, qu'elle soit vécue au quotidien et animée par les collaborateurs. Ça me semble pour moi très important.
Maxime, autre sujet chez vous que vous avez mené, celui eh bien, de la flexibilité des salaires. En d'autres termes, il est possible pour vos salariés de demander un acompte sur salaire. Pourquoi avez-vous lancé ce dispositif auprès de vos collaborateurs? Alors, l'acompte salarial, chaque entreprise le fait. On a, nous, décidé de l'équiper avec Rosalie, donc d'équiper nos collaborateurs d'une petite application qu'ils ont sur leur smartphone. L'idée était de faciliter l'accès à l'acompte salarial. Parce que souvent, l'acompte salarial est un peu difficile à demander. Il y a un process, il faut en parler avec son responsable. Il peut y avoir une démarche un petit peu, entre guillemets, intrusive à faire ça. Là, l'idée, c'était de proposer finalement de l'extra financier. C'est-à-dire de proposer aux salariés de pouvoir disposer de sa rémunération plus facilement, sans passer par son manager, parce que voilà, on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui. Quand je vous parle d'extra financier, ça veut dire que on ne lui donne pas plus d'argent, on n'a pas augmenté son salaire, on le met juste à disposition différemment. Et ça remporte un franc succet. Alors en termes de résultats, justement, est-ce que vous avez observé plus de demandes? Est-ce que ça a impacté justement les résultats entre guillemets financiers de l'entreprise? Comment est-ce que vous avez observé Alors, le sujet? on était sur une moyenne, on est du simple au triple, hein. On était sur une moyenne de à peu près 25 000 euros d'acompte mensuel. Là, j'ai regardé pour le mois de mars, on est à 80 000 euros d'acompte mensuel. On se rend compte aussi que les acomptes sont complètement différents. Paradoxalement, ils sont plus petits. Donc on voit qu'on est sur des acomptes qui sont liés à un besoin. 82,82 euros, par exemple. Donc on se rend bien compte que voilà, c'est une aide réelle. Deuxièmement, il y a aussi tout un côté pédagogique. Les salariés ont accès à une plateforme avec des spécialistes. Alors là, pour le coup, c'est totalement décroché de l'entreprise. Là, c'est totalement anonyme, cette partie-là, qui vont les aider sur voilà, j'ai des questions autour des impôts, déclarations sociales, des choses comme ça. On va avoir un bébé, on aimerait acheter une maison, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ils ont accès à des experts, pour le coup. Donc, c'est un petit peu voilà, ce modèle extra-financier de flexibiliser le salaire qui nous a bien plu, plus cette plateforme pédagogique. C'est un service en plus, en fait. C'est la toute dernière ligne droite de notre émission organisée par Pluxee, consacrée à l'équité et à la transparence. Si on devait peut-être résumer l'ensemble de nos échanges depuis le début de cette émission, je vous laisse peut-être le soin de ce mot de la fin. Quel serait le message que vous souhaiteriez peut-être adresser à celles et ceux qui nous suivent, à celles et ceux qui nous écoutent? Delphine. Vous ne savez pas encore? Non, je réfléchis. Je vois quelques questions justement. Alors on va peut-être vous laisser le temps de réfléchir. Je vois quelques questions en régie. Je vais demander effectivement parler d'avantages. Pourriez-vous nous dire si les avantages CESU ou aide à la mobilité domicile-travail sont équitables? Avant peut-être ce mot de la fin ou peut-être d'autres questions si elles nous parviennent en direct. Un des trois pour la question. Vous avez parlé d'avantages très divers et des titres resto qui sont équitables. Pourriez-vous nous dire si les avantages CESU ou aide à la mobilité participent justement eh bien, à l'équité? Alors, là, comme ça, à l'évocation de cette question. Oui, non, non, oui, dites-moi. Alors, ouais, je prends Marianne. la parole. Ouais. Du coup, moi, je pense que c'est une manière équitable de donner cet avantage déjà à tout le monde. Déjà, c'est hyper important. Et après, c'est vrai que c'est des avantages qui sont très intéressants aussi de faire évoluer selon les besoins, selon les attentes de chacun, comme on en parlait déjà. Mais en tout cas, voilà, déjà, il y a une certaine équité et ça rehausse le salaire en fait, de tout le monde et à part égale, en fait. C'est très égalitaire. Donc, c'est surtout en ce sens, pour moi, qu'on parle d'équité. Voilà. Sur justement le sujet que je présentais préalablement, le mot de la fin, le message que vous souhaiteriez adresser peut-être à celles et ceux qui nous écoutent, Maxime, pour synthétiser un peu nos échanges. On peut traiter l'équité, voilà, l'équité, l'engagement, la transparence en entreprise sont des sujets
incontournable. C'est pas un tabou, c'est ça, on le voit au travers de ce que vous... C'est pas un tabou, et on voit bien que les générations changent, les entreprises doivent changer, doivent s'adapter, et c'est plutôt passionnant ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Marianne, justement, sur ce qu'on pourrait évoquer et partager avec celles et ceux qui nous écoutent. C'est pas un tabou, on l'a dit. Je rebondirais bien parce que sur l'aspect effectivement multigénérationnel, où il y a beaucoup trop de préjugés en fait sur les générations, et même si ils n'expriment pas de la même manière, on a tous les mêmes besoins, les besoins de reconnaissance, d'équité, de transparence, donc on peut les faire se rejoindre sur plein de sujets communs, mais arrêtons les préjugés sur le multigénérationnel. Marianne? Ouais, je suis d'accord avec vous deux, mais c'est vrai que cette génération, en fait, c'est pas une seule génération qui a des besoins, c'est juste que c'est une génération qui porte en fait une nouvelle vague, une nouvelle ère au travers de toutes les générations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la transparence et l'équité, c'est hyper important de le travailler sous différents angles. C'est ça, on le voit aujourd'hui, ça se travaille de manière tellement diverse et variée que, en tout cas, c'est un sujet qui peut se prendre en main de n'importe quel sens, mais en tout cas toujours aligné avec les valeurs de l'entreprise. C'est ça qui importe le plus. Arrêtons les préjugés, effectivement, et presque envie de dire vive l'équité et la transparence. Et pour poursuivre nos échanges, allez, j'invite bien sûr ceux qui nous suivent possiblement vous contacter sur LinkedIn pour l'ensemble des bonnes pratiques pour prolonger ces discussions. C'est sur ce dernier point que cette émission se termine. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce moment d'échange. Je suis certain que l'ensemble de vos réponses ont inspiré celles et ceux qui nous ont suivis en direct. Merci bien sûr aux équipes de JAP Studio, merci également aux équipes de Pluxee, et puis on se retrouve bien sûr prochainement pour de nouvelles émissions. On a parlé d'équité et de transparence et on continuera bien sûr de traiter avec Pluxee de nouveaux sujets ô combien importants pour vous, chère entreprise. À très bientôt et très bonne journée. Au revoir.